Lyon, Moscou, Pékin, Hong Kong, le voyage de nos rêves. Du 2 octobre au 5 novembre 1993, nous sommes partis en train à l'autre bout de la planète. Un voyage de plus de 17 000 km en train, une traversée terrestre de 2 continents, l'Europe et l'Asie. Notre périple commence par les étapes de Paris, Bruxelles et Cologne. Nous prendrons alors le train direct pour Moscou, le Yann-Kippoura, en passant par Varsovie et Minsk. À Moscou, l'étape sera de courte durée. Nous avons hâte de partir avec le coût du voyage, le Transmongolien. Le train numéro 4 qui va de Moscou à Pékin en passant par la ligne du Transsibérien, puis par la traversée de la Mongolie en passant par Ulaanbaatar, sa capitale. Nous arriverons enfin à Pékin après un voyage non-stop de 7620 km, 150 heures et 6 nuits depuis Moscou. Après une visite de Pékin, nous irons à la découverte de la Chine, toujours en train, pour les destinations de Xi'an et son armée de soldats en terre cuite, puis nous logerons les contreforts des montagnes de l'Himalaya, vers Chengdu et Kunming, avant de visiter la rivière caractéristique de Guilin, puis la ville de Canton. Nous serons alors à la porte de Hong Kong, ultime étape de notre voyage, à plus de 17 000 km de Lyon. Alors, sans plus entendre, partez à la découverte des continents au cours de cette épopée terrestre effectuée en 1993. En voiture pour la deuxième étape, de Pékin à Hong Kong. Pékin, 12 octobre 1993. En Chine, à cette époque, la première chose à faire quand nous arrivons dans une ville, c'est de prendre le billet de train pour en repartir. Nous sommes donc à la gare. Il y a des guichets spéciaux pour les étrangers et les Chinois expatriés. Nous avons rapidement des billets pour Xi'an. La place Tiananmen, juste devant la cité interdite. Il y a du monde. Mercredi 13 octobre, nous prenons une excursion pour visiter le tombeau des Ming et la Grande Muraille de Chine. Nous allons passer la journée dans des bus et dans des sites touristiques. La dynastie des Ming a régné sur la Chine entre 1368 et 1644. Sur les 16 empereurs de la dynastie, 13 sont enterrés ici. Cela représente le plus grand nombre d'empereurs dans une nécropole impériale chinoise. C'est le 3e empereur Ming, Yongle, qui est à l'initiative de ce projet. Il repose au milieu de la nécropole. Le culte des ancêtres faisant partie intégrante des traditions, les tombeaux sont donc extrêmement importants dans la culture chinoise. D'après les rites des Ming, on traite les morts comme des vivants. Les morts ont toujours leur âme qui existe et ont encore des besoins comme des vivants. Ainsi, les bâtiments des tombeaux sont des palais impériaux en plus petits, avec le mur rouge, qui symbolise la terre, et les tuiles jaunes symbolisant le ciel. Ces petits palais impériaux signifient la place supérieure de l'empereur et de son pouvoir. Nous voilà à la Grande Muraille de Chine. C'est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le XVIIe siècle pour marquer et défendre la frontière au nord de la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'être humain, à la fois en longueur, en surface et en masse. Jeudi 14 octobre. Nous sommes sur la place Tiananmen. Il fait beau. Nous allons visiter le tombeau de Mao. Il y a énormément de monde, mais tout est bien organisé. Nous avançons très vite dans la file d'attente. La place Tiananmen est située au centre de Pékin. Elle s'appelle ainsi car elle se trouve immédiatement au sud de la porte de la paix céleste qui commande l'entrée sud de la cité impériale. 4e plus grande place du monde, elle doit notamment sa célébrité aux nombreux événements qui s'y sont déroulés dans l'histoire chinoise, dont des changements de gouvernement. La place Tiananmen est une immense place rectangulaire d'environ 800 mètres du nord au sud et 500 mètres de l'est à l'ouest, couvrant une superficie de plus de 40 hectares, dont l'essentiel est recouvert de 488 dalles en granit.
La circulation automobile s'effectue sur les 4 côtés de la place. Elle est entourée des monuments reflétant l'histoire de la Chine. La période impériale avec 2 immenses portes, au nord, la porte de la Paix Céleste, et au sud, la porte de Zhenjiang, qui donnait accès à la ville chinoise. Sur le fronton de la porte de la Paix Céleste est accroché le portrait de Mao, qui rappelle que c'est au balcon de cette porte que ce dernier a proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. En 1993, le moyen de transport privilégié des Chinois reste encore le vélo. Nous faisons halte dans ce restaurant chinois en plein air, non loin de la place Tiananmen. Tout au long de notre voyage, nous allons nous apercevoir que la cuisine chinoise est certainement l'une des plus réputées du monde, et sans doute celle qui comporte le plus de variations. Nous faisons donc un festin dans ce restaurant, en commandant les plats les plus appétissants à nos yeux, remarqués sur les tables voisines. Nous flânons dans les rues animées à proximité de la place Tiananmen. Nous voilà au Temple du Ciel. Il est situé dans le quartier historique de Zhuangzhou, au sud de la ville. Ce temple est considéré comme l'achèvement de l'architecture chinoise traditionnelle. Sa disposition symbolise la croyance chinoise que la terre est carrée et que le ciel est rond. Dans ce paisible parc, les Chinois apportent leurs oiseaux en cage pendant qu'ils jouent aux cartes. Nous regagnons notre hôtel qui se trouve hors des circuits touristiques. Il y a un restaurant authentique à proximité. Ce soir, nous mangeons une fondue mongole. La fondue mongole
également appelé marmite mongole, est un plat chinois importé de Mongolie. Il a depuis été modifié. Il date de 1000 ans en Chine et fut renommé sous la dynastie Qing, étant alors très apprécié par la cour impériale. La fondue mongole traditionnelle utilise un mouton originaire de Mongolie intérieure. Seules certaines parties, le gigot, le filet, conviennent pour la marmite mongole. La sauce est à base de pâte de sésame, de pâte de haricots mungo et d'huile pimentée. Chacun ajoute dans son bol de la coriandre fraîche ciselée. Vendredi 15 octobre. Nous sommes au Palais d'été. Il est situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Pékin et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Palais d'été est un vaste ensemble de temples, de pavillons, de palais impériaux dispersés dans le parc situé autour du lac Kumning. L'ensemble couvre une surface de 3 km², dont les 3/4 sont occupés par le plan d'eau. Le lac Kumning est traversé par un pont de 17 arches. Le palais d'été a été construit par l'impératrice Cixi à partir de 1886. Il est situé à côté de l'ancien palais d'été, incendié en octobre 1860 par le corps expéditionnaire franco-anglais lors de la Seconde Guerre de l'opium. En 1888, elle dépensa des sommes considérables pour rebâtir et agrandir le jardin où l'on cultive la concorde. On lui reprochera vivement d'avoir utilisé les fonds originellement destinés à la marine impériale chinoise. Le palais eut à subir des dommages en août 1900 lors d'une nouvelle occupation de Pékin par les troupes occidentales de l'Alliance des 8 Nations au cours de la révolte des Boxers. En décembre 1998, l'UNESCO qualifie le palais d'été d'expression exceptionnelle de l'art créatif de jardin paysager chinois, intégrant réalisation humaine et nature en un tout harmonieux. La galerie couverte est une architecture typique des jardins chinois. Structure en longueur, c'est une promenade avec des balustrades basses ou des bancs sur les côtés. Elle protège les promeneurs contre le soleil et la pluie et embellit le décor. La galerie couverte du Palais d'été est sans doute la plus remarquable. C'est un trésor unique de l'art chinois des jardins. C'est une structure sinueuse de 728 mètres, dotée de 273 travées, qui se trouve entre la colline et le lac. À certains intervalles, on y retrouve des pavillons octogonaux à 4 avant-toits qui représentent les 4 saisons de l'année. 6 piliers sont peints d'images colorées de paysages, de figures humaines, de fleurs, d'oiseaux et de scènes historiques ou relatant les histoires populaires. Le lac de Kumning est un lac artificiel. Auparavant, il existait 2 étendues d'eau appelées étang de la colline de la Jarre et lac Sichu. Il constituait alors des réservoirs pour l'approvisionnement en eau de la ville et pour l'irrigation. En 1291, sous la dynastie Yuan, Go Chuchu, un célèbre astronome et ingénieur de l'époque, les transforma en un réservoir pour la capitale. Lors de la création des jardins, la superficie du lac fut accrue grâce à une main-d'œuvre qui atteignait 10 000 hommes. Au cours des années 90 et 91, le gouvernement municipal de Pékin entreprit un premier dragage du lac depuis 240 ans. Quelques 652 mètres cubes furent extraits, ainsi que 205 bombes japonaises datant de la guerre sino-japonaise. Samedi 16 octobre. Nous prenons le train pour Xi'an. C'est une grande rame de voitures orange et blanche. Nous sommes dans la voiture 15, place 17, en haut, au milieu et en bas. C'est comme une voiture couchette de 2e classe en France, sans les cloisons et avec le couloir latéral. À 13h30, le train s'ébranle pile à l'heure. La traction est diesel et une dizaine de minutes après le départ, les caténaires sont présentes. En 1993, il n'existe qu'une seule gare de grande ligne à Pékin. Elle paraît largement sous-dimensionnée par rapport à la capitale chinoise. Cette gare a été inaugurée en 1959.
挑个小刘来，等什么的？哎，是这样的，是这样的，是这样的。Notre train prend rapidement sa vitesse de croisière dans les 110 km/h. Le service est impeccable. Nous avons droit à un set de toilettes avec un peigne, dentifrice, une brosse à dents et un porte-clés à l'effigie de ce train qui porte le numéro 41. Un peu plus tard, il semble qu'un différend ait lieu entre un voyageur de notre box ouvert et les contrôleuses. Ça chauffe. Mais on ne comprend rien et à aucun moment nous serons inquiétés. 那么多旅客都把票换了，你们包括外国人都换了，你没换？就问一下。怎么没问？这上面根本就没人，你不信问他们全都在这儿。对不起啊，我就上车就是。你就给他说一声，就说少卖一个铺就行了，你的铺还有。这个就没关系。那我不管了。现在已经开车1个小时了，卖已经卖过了。没关系，那不管。到现在哪怕早的家里面这解决都可以。这个你考虑这个事情，对，你见到你觉得没有？有打车。去。Il y a 1206 km entre Pékin et Xi'an. Nous arriverons à 6h17 demain matin. Voilà le détail rapide de nos couchettes. Celle du haut est vraiment très haute. Des contrôleuses sont venues en renfort pour calmer notre voyageur qui parle toujours très fort. Notre train est catégorisé rapide. Il va très peu s'arrêter jusqu'à Xi'an. Il va faire nuit à 18h. Le train va passer en mode nuit avec l'extinction des lumières générales à partir de 21h30 et cela jusqu'à 4h30, compte tenu de l'heure d'arrivée matinale du train en gare de Xi'an. Dimanche 17 octobre, nous voilà dans la grande ville de Xi'an. C'est la capitale de la province du Shaanxi, dans le centre de la Chine. Elle constitue l'extrémité est de la route de la soie et abritait les bâtiments gouvernementaux des dynasties Zhou, Qing, Han et Tang. Dans les sites archéologiques des plaines entourant Xi'an se trouve la célèbre armée de terre cuite. Composée de milliers de sculptures en terre cuite grandeur nature et façonnées à la main, elles ont été ensevelies avec le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Nous achetons une excursion pour visiter les sites archéologiques autour de Xi'an. Nous partons en minibus surchargé comme à Pékin. Nous passerons la journée à la campagne, parmi ces nombreux sites historiques. L'armée enterrée, avec ses soldats tous différents les uns des autres, est très impressionnante. Nous sommes maintenant dans le mausolée d'un empereur. C'est presque devenu un parc d'attractions. Nous sommes dimanche. Les Chinois sont nombreux à être sortis en famille dans les sites touristiques.
他专门照你脑袋上半部分，你看。太难评价了。龙妈，开车呢，看人家给你打中了。可了看。Après une journée passée à marcher et à visiter des sites qui à la longue se ressemblent tous, nous rentrons à Xi'an avec le minibus. L'ambiance est joviale. Les jeunes qui rentrent avec nous sont très curieux de voir des Occidentaux dans le même moyen de transport qu'ils utilisent. De retour à Xi'an, Entrée donne une pièce pour se faire peser dans la rue sur une balance tenue par une mamie. Nous sommes maintenant sur la place de la gare, il fait nuit, mais c'est extrêmement animé et il y a du monde. En plus, avec les lumières, l'ambiance est garantie. Lundi 18 octobre, nous avons un guide local rencontré à la gare en faisant la queue pour les billets. Notre prochaine étape est Chengdu. Ce monsieur, il s'appelle Monsieur Lu. Il parle français avec l'accent d'Afrique francophone. Il va bien nous aider durant le séjour. La première chose que nous visitons à Xi'an, c'est la tour de la cloche. Elle a été construite en 1384 au début de la dynastie Ming. Elle est l'emblème de Xi'an et marque le centre géographique de la vieille ville. Entièrement construite en bois et d'une hauteur de 36 mètres, cette tour, la plus large et la mieux préservée de ce type en Chine, possède une haute valeur artistique et historique. Nous sommes maintenant à la grande mosquée de Xi'an. C'est la plus grande et la mieux préservée des premières mosquées de la Chine. Elle est le signe de la très grande ouverture des Tang aux communautés étrangères. La mosquée occupe environ 12 000 m². Une stèle d'époque Ming date la mosquée de l'an 742. Construite sous l'empire des Tang, elle allie tradition musulmane et chinoise. Nous sommes maintenant à la forêt de stèles. C'est un musée d'histoire fondé en 1944, rassemblant des stèles et des sculptures de pierre principalement bouddhistes. C'est le principal musée du Shaanxi. Le musée est installé sur un site qui fut autrefois un temple confucianiste du XIe siècle. Il y a au total 3000 stèles dans le musée, réparties en 7 salles d'exposition, qui représentent principalement des travaux de calligraphie, des peintures et des documents historiques. Ce musée représente la plus grande collection de stèles en Chine. La plupart datent de la dynastie Tang. Les stèles portent des textes qui forment le socle de l'enseignement sous la dynastie Han. Il est possible d'acheter des copies de papier des stèles, réalisées par les décalcages à l'encre. Un portrait de Confucius figure sur cette stèle. Nous assistons au travail de décalcage de ces stèles. C'est tout un art. Le hall d'exposition principal expose 12 textes classiques confucéens taillés sur 14 stèles. Ces 12 textes classiques sont des lectures inévitables pour les intellectuels de la société féodale chinoise. Les pierres ont été gravées il y a des milliers d'années, quand l'impression n'existait pas encore. Pour la préservation de ces travaux et pour la transmission aux générations futures, les dirigeants de l'époque décidèrent de les tailler sur des pierres. Nous sommes maintenant sur les remparts de Xi'an. Ils sont l'une des murailles urbaines les plus anciennes
les plus grandes et les mieux préservées de Chine. Elles ont été construites sous le règne de l'empereur Hongwu afin de protéger la ville de Xi'an nouvellement construite. Il présente les caractéristiques complètes de l'architecture des remparts de la société féodale et ils ont été rénovés à de nombreuses reprises depuis la construction au XIVe siècle. Les remparts entourent une zone de superficie d'environ 14 km². Les rues de Xi'an sont très animées et on peut acheter toutes sortes de choses vivantes ou pas. Les Chinois sont friands de théâtre et de spectacles. Il y a des théâtres en plein air un peu partout en ville. Les Chinois prennent énormément soin de leur santé. Il y a ici des cabinets de massage en plein air. À 18h, il fait nuit. Nous rentrons à pied vers l'hôtel, en passant par les rues extrêmement animées de la ville, qui compte alors même pas 1 million d'habitants. L'ambiance est garantie, avec les commerces et les innombrables gargotes qui proposent des brochettes à griller au charbon de bois. D'ailleurs, avec l'utilisation du charbon pour faire cuire les aliments et pour le chauffage, un nuage de pollution s'est formé au-dessus de la ville. Nous voyons bien que la bicyclette est le moyen de transport privilégié des Chinois, ici à Xi'an en 1993. Mardi 19 octobre. Nous sommes à la grande pagode de l'Oie Sauvage. C'est une pagode située dans le partie sud de Xi'an. Elle a été construite en 652 pendant la dynastie Tang et avait à l'origine 5 étages. À chaque offrande, le moine tape sur la cloche. La pagode se visite et nous avons un beau point de vue sur la ville. Nous allons ensuite au musée de l'histoire du Shaanxi. Il est pas loin de la grande pagode. C'est l'un des premiers grands musées d'État en Chine. Il abrite plus de 300 000 éléments, entre autres des peintures murales, des poteries, des pièces de monnaie, ainsi que des objets en bronze, en or et en argent. Il a été construit entre 1983 et 2001 et son style rappelle celui de la dynastie Tang. Bien évidemment, il y a les meilleures pièces des soldats enterrés en terre cuite de Xi'an. Nous allons ensuite vers un monument plus moderne représentant le départ de la route de la soie. En effet, Xi'an était le point de départ de cette route mythique. Pendant des siècles, des caravanes parcourent ces quelques 8000 km, traversant des cités fabuleuses, des oasis, mais aussi de redoutables déserts et des montagnes gigantesques, bravant bêtes féroces, pillards et tribus guerrières. L'origine de la route de la soie, itinéraire mythique reliant par la terre la Chine au monde occidental, se perd dans la nuit antique. Mais c'était probablement Xi'an. Nous prenons un trolleybus pour rentrer au centre-ville. Nous quittons Xi'an à 20h28 avec un train rapide pour Chengdu.
la capitale de la province de Sichuan. Un trajet d'un peu plus de 800 km qui va durer 20 heures. Nous sommes en place Kuchemu. C'est un compartiment de 4 couchettes qui ressemble à celui du Transmongolien. Vous leur dites qu'on est des conducteurs de train. 他们是法国高速列车的驾驶员，他们是开火车的，开火车的，他们来旅游的，他们开火车的。你给你们列车长讲讲，他会讲英语，可以交换交换。informer le chef du train. Nous faisons nos adieux à Monsieur Lu. Sans lui, la visite de Xi'an aurait été beaucoup plus compliquée. Au revoir, Xi'an. Hello. Ça fait quand même 6 heures de bout, de 8 heures du matin jusqu'à 14 heures. Mercredi 20 octobre. La musique dans le compartiment nous réveille vers 7 heures. C'est comme cela en Chine. Les haut-parleurs diffusent toujours de la musique et des informations et il est impossible de couper le son. Le paysage est vallonné. Il y a toujours autant de monde dans les champs. La voie est unique et toujours électrifiée. Nous croisons souvent des trains, pratiquement dans toutes les gares, des trains de marchandises et des voyageurs. Le temps est beau malgré le soleil voilé. Le voyage jusqu'à Chengdu se passe merveilleusement bien. Nous observons des paysages magnifiques. Nous circulons dans des contrées chinoises dénuées de grandes villes et nous nous rendons bien compte de la qualité de vie des paysans vivant dans la campagne. D'autres trains avancent régulièrement et nous voyageons en toute sécurité vers le sud, la capitale de la province de Sichuan.
Nous arrivons à Chengdu avec 30 minutes de retard. Chengdu, la ville des hibiscus, est la capitale de la province du Sichuan. Elle se trouve près de la limite avec le Tibet. Elle est avec Chongqing et Xi'an, l'une des villes les plus peuplées de la Chine intérieure. La ville est considérée comme le centre de la Chine de l'Ouest. C'est en tout cas le rôle qu'elle assume dans le plan de développement gouvernemental de l'Ouest chinois. Mercredi 21 octobre, nous sommes en gare pour réserver notre prochain voyage. Nous allons à Kunming. Nous passons aujourd'hui la journée à flâner en ville. Chengdu doit avant tout sa renommée à la présence de ses adorables pandas géants, à sa cuisine délicieuse du Sichuan, dont la fondue en est le plat le plus emblématique, et enfin à son célèbre condiment, le poivre du Sichuan. Les Chinois sont toujours très curieux et très amusés de voir des Européens. J'essaye des pantalons. Ma taille est inhabituelle pour les Chinois, qui sont majoritairement tous bien plus petits que moi. Ok. Les Chinois font très attention à leur santé. Les guérisseurs en tout genre sont nombreux dans les villes. Leurs blouses blanches attestent de leur sérieux. Ici, André a choisi un magnétiseur masseur pour améliorer son bien-être. La consultation dure un petit moment, pour la plus grande joie des badauds qui sont très amusés par ce spectacle d'un Européen usant de leur médecine. Vendredi 22 octobre, nous allons à Kunming. Nous prenons un train qui part de Chengdu et qui va jusqu'au terminus de Kunming. C'est le train rapide 93 Chengdu-Kunming. Voilà donc un extrait d'une fiche horaire chinoise de 1993 avec les horaires de notre train. Comme tous les trains, il n'y a qu'une seule voiture de couchette molle et comme d'habitude nous partons à l'heure. Dès le départ, le paysage est différent. Les rizières sont pleines d'eau. Tout est beaucoup plus humide. Un vrai paysage de Chine comme nous pouvons l'imaginer. Puis, le train prend de l'altitude. Nous sommes sans arrêt pratiquement de 11h à 17h. Nous longeons une rivière toute l'après-midi. C'est très beau. Dommage qu'il y a ces interminables tunnels. La ligne est de construction récente. L'année 1966 est inscrite sur les portails des tunnels et les constructeurs n'ont pas hésité à en faire plusieurs kilomètres. La ligne passe sur les contreforts du Tibet à plus de 3000 mètres d'altitude. Les habitants changent aussi. Les costumes sont différents. En montant, la culture du riz est à un autre stade. Ici, il est prêt à être ramassé. C'est vraiment une très belle ligne. De Chengdu à Kunming, l'itinéraire est dénommé musée géologique. Il y a 1096 km entre ces deux grandes villes et nous allons mettre près de 24 heures pour les parcourir. Mise en service depuis juillet 1970, cette ligne de chemin de fer a été classée par les Nations Unies comme l'une des 3 merveilles des conquêtes humaines sur la nature au cours de ce XXe siècle. La ligne chemine à travers le sud-ouest de la Chine, qui compte 56 régions géographiques complexes de montagnes et de rivières.
Depuis la zone des plaines de Chengdu à une altitude de 400 mètres, le train monte jusqu'à une altitude de 2000 mètres, circulant à travers de nombreux tunnels et des montagnes escarpées. Du fait de ce relief complexe tout au long de la ligne, l'itinéraire porte désormais le surnom de musée géologique. Voilà, il est en pleine. T'as pas descendu tout à l'heure, hein, je sais, Samedi 23 octobre. Nous arrivons à Kunming à l'heure, il est 8h30. Dans le train, nous avons rencontré M. Bonaventure. Il occupait le 4e lit de notre compartiment. C'est un Chinois d'outre-mer, il est de Hong Kong et en vacances. Il en profite pour visiter la Chine. Nous allons rester avec lui durant tout le séjour à Kunming. Nous allons profiter de sa compagnie bien utile pour visiter la ville, négocier les tarifs des visites, des restaurants et pour aller voir les sites touristiques. À peine arrivés à Kunming, nous réservons vite des billets pour Guilin, notre prochaine étape. Heureusement que M. Bonaventure est avec nous, car tous les guichets sont écrits en chinois. Les touristes étrangers sont peu nombreux ici. Nous trouvons ensuite rapidement un hôtel. Après, M. Bonaventure nous réserve un minibus avec d'autres touristes chinois pour aller visiter la forêt de pierre de Xiling. Il pleut et il ne fait pas chaud. Nous empruntons la route qui longe le chemin de fer du Yunnan. Ce chemin de fer à voie métrique a été construit par les Français. Il relie Kunming à Hanoï. Il a été construit au début du siècle. Situé à 83 km de Kunming, la forêt de pierre est un parc national célèbre pour ses formations karstiques. La forêt de pierre compte d'innombrables pitons se dressant vers le ciel et falaises aux apics vertigineux, formant des paysages aussi majestueux qu'enchanteurs. Vu de loin, le site ressemble véritablement à une épaisse forêt. Mais en s'approchant, on constate que tous ces arbres sont en réalité de minces pitons de pierre. La forêt de pierre est particulièrement vaste, elle s'étend environ sur 350 km. Les peuples Yi et Sani, qui vivent ici, sont très travailleurs, également très doués pour chanter et danser. Ils ont conservé de leur longue histoire des traditions variées et très colorées. La forêt de pierre est située à une altitude de 1760 mètres. Les conditions climatiques y sont toujours agréables, avec une température annuelle de 15,6 degrés Celsius en moyenne. Nous allons passer une grande partie de la journée à parcourir un sentier balisé dans cette forêt. Nous serons de retour vers 18h à Kunming. Dimanche 24 octobre, nous voulons partir avec un minibus visiter les alentours de Kunming. En premier, nous passons le temple des bambous et la porte du dragon. C'est un temple à flanc de montagne avec une superbe vue sur la vallée de Kunming et le lac vert. C'est un très beau site. Nous montons à pied en haut de la montagne à plus de 2200 mètres. La ville de Kunming est à 1800 mètres. Le temps est très humide et il ne fait pas chaud. Nous visitons aussi le tombeau de Nicep, compositeur de l'hymne national chinois.
l'après-midi, nous visitons un parc de loisirs pour Chinois sur le lac des Dragons. Puis nous le traversons sur un bateau au milieu des fleurs de lotus. C'est impressionnant de naviguer ainsi parmi cette verdure et les moustiques. Ensuite, après une bonne averse, nous traversons un immense parc où se reconstituaient des villages des différentes ethnies qui vivaient dans la région de Kunming. Il y en a 8 sur 28 qui sont représentés. Lundi 25 octobre, il pleut, il ne fait toujours pas chaud. Notre train pour Guilin part à 11h50. Nous allons mettre 31h40 pour parcourir les 1425 km qui séparent Kunming de Guilin. Nous empruntons le rapide 166 qui relie Kunming à Canton. Nous sommes en classe Couchez-Mou, c'est indispensable pour ce long voyage. C'est une longue étape qui met le cap à l'est. Il faut se rapprocher de Hong Kong. Avec l'aide de nos photos de conducteurs, nous sommes invités à monter un court instant en cabine de conduite de cette double traction de locomotive chinoise. En Chine comme ailleurs, et de tout temps, l'ambiance sur le quai est toujours la même avant le départ d'un train au long cours. Nous voilà donc partis pour ce long voyage, confortablement installés, bien au chaud, avec la bonne nourriture de la voiture-restaurant qui vient jusqu'à nous. Le paysage est une fois de plus magnifique et authentique. Petit à petit, nous descendons des 1800 mètres de Kunming vers des altitudes de plaine. Notre train roule bien et à vitesse régulière. Nous traversons des paysages époustouflants. Mardi 26 octobre, il fait jour relativement tôt. Nous sommes réveillés par la musique dans le compartiment, comme tous les jours dans tous les trains de nuit. La grasse matinée est impossible. Le paysage est toujours fantastique. Il y a des pains de sucre un petit peu partout. La ligne serpente dans une petite vallée. Il y a de la brume dans les montagnes. Et la vitesse du train n'est pas très rapide. Le service de restauration passe dans les voitures pour vendre des barquettes avec d'un côté le riz et de l'autre côté du porc ou du poulet. C'est au choix. Mais à la longue, c'est assez répétitif. Gabon riz chinois. Toute la journée, nous traversons de magnifiques paysages. Notre train à long cours serpente dans les étroites vallées et s'est fait une place à flanc de montagne. Nous n'avançons pas très vite, mais régulièrement, et nous sommes bien à l'heure. Plus tard, les vallées sont plus larges. La culture du riz refait son apparition dès qu'un petit bout de terre est plat. Dans les gares, les tas de charbon rappellent que celui-ci est la principale source en énergie du pays. La voie est unique sur tout le parcours, et nous croisons et doublons de nombreux trains dans chaque gare où cela est possible.
progressons toujours vers l'est. Il fait plus chaud, l'air est nettement moins humide. Nous roulons dans une petite vallée. Nous voilà arrêtés pour un croisement. J'en profite pour me dégourdir un peu les jambes. Nous croisons un rapide qui passe à pleine vitesse. Quel magnifique spectacle! C'est un rouge. Nous allons arriver à Guilin vers 19h30, il fera nuit. Mercredi 27 octobre. Nous voilà à Guilin. Guilin est une ville du Xiangxi située sur la rivière Li. Fondée il y a plus de 2000 ans sous la dynastie Qing, Guilin est connue pour ses monuments historiques, ses embarcations en bambou, pour la pêche au cormoran sur la rivière Li, pour les paysages composés de centaines de collines boisées et très pentues, pour des reliefs karstiques caractéristiques de cette région et pour la gastronomie locale. Nous sommes à Yangshu. C'est à une petite centaine de kilomètres de Guilin, plus au sud. C'est la petite ville touristique de la région, elle est au bord de la rivière Li. Il faut absolument remonter cette rivière jusqu'à Guilin pour profiter des merveilleux paysages faits de pain de sucre et de reliefs karstiques. Nous fuyons les gros bateaux remplis de touristes et nous allons remonter la rivière avec une petite embarcation. C'est nettement plus authentique, mais c'est aussi très bruyant. Nous allons passer donc une grande partie de la journée à remonter cette rivière. Les paysages sont fantastiques, dommage, il y a de la brume. Mais tout est authentique et réel.
Notre excursion se termine ici. Nous rentrons à Gilling avec un bus. Vendredi 29 octobre. Aujourd'hui, nous allons visiter la ville de Gilling. En 1993, c'est une ville paisible, loin des tumultes des villes tentaculaires de Chengdu ou même Kunming. Nous cheminons à pied vers le parc aux 4 lacs et à la montagne du Chameau. C'est très agréable de se promener dans ce parc, d'autant plus que nous avons trouvé un jeune guide local qui veut bien nous accompagner. Plus tard dans la journée, nous retournons en gare pour voir passer des trains et espérer voir une machine à vapeur. Nous avons dû obtenir une autorisation spéciale pour pouvoir filmer depuis le quai de la gare. Samedi 30 octobre, nous quittons Gilling, nous allons à Canton. Il y a 883 km à parcourir. Nous prenons place dans un train de nuit qui part de Gilling. Il y a du monde. Les hôtesses chinoises sont toujours impeccables au pied de chaque porte d'accès aux voitures. André leur explique notre fonction en France. Il arrive même à se faire comprendre. Mais elles restent stoïques. Elles n'ont certainement pas le droit de bien bouger. Avec nos photos de conducteurs français, la compréhension avec les cheminots chinois est facilitée. Nous pouvons monter en cabine un court instant, à la plus grande joie de André. Nous devons maintenant courir pour monter dans la voiture. Nous sommes en plage couchée dure. Cela favorise les rencontres. Il y a de l'ambiance dans ce train. Nous sommes une fois de plus un petit peu l'attraction du moment. J'ai plus des pièces. Dimanche 31 octobre. Nous voilà à Canton. Canton est depuis l'Antiquité la plus grande ville du sud de la Chine. Elle compte depuis 1993 plusieurs millions d'habitants, ce qui en fait la 3e ville la plus peuplée de Chine. Lundi 1er novembre, nous sommes au marché de Canton, en face de l'île où nous sommes hébergés. C'est un marché de nourriture, tout y est. Il y a des chiens, des chats, des poules chinoises, des serpents, des tortues, des grenouilles, des poissons, des anguilles et des blaireaux, etc., etc. Nous marchons maintenant à pied le long de la rivière. Le temps est splendide, le soleil brille et il fait chaud. Nous remarquons l'architecture des immeubles anciens. Canton est la seule ville où nous voyons des vieilles maisons de plusieurs étages. C'est la marque du passage des Européens dans cette ville. La promenade au bord de cette rivière est agréable. Il y a beaucoup de bateaux, le trafic est important. Du côté de la ville, les rues sont bruyantes et poussiéreuses. Certaines sont interdites aux voitures. Il y a alors énormément de vélos avec même des embouteillages. Elles sont bordées d'arbres. En bref,
C'est une véritable ambiance chinoise. Mardi 2 novembre, cela fait un mois que nous avons quitté Lyon. Nous prenons aujourd'hui le dernier train de cette aventure, le train numéro 9 qui relie Canton à Shenzhen. Nous serons à la frontière avec Hong Kong et nous prendrons alors un RER de cette grande agglomération, encore anglaise en 1993, vers le centre-ville de Hong Kong. Regardez comme notre dernier train chinois est impeccable. Il y a une hôtesse garde à vous devant chaque porte. Comme d'habitude, nous partons bien à l'heure. Nous serons vite à 90 km/h, notre vitesse de croisière. Nous croisons de nombreux trains de voyageurs et je vois aussi des machines à vapeur tirer des trains de travaux. Nous descendons du train à Shenzhen. Nous suivons alors le flot de voyageurs et passons la frontière à pied vers Hong Kong. Nous sommes maintenant dans une gare du RER en gare de Louvu, à destination du centre-ville de Hong Kong. Mercredi 3 novembre, voilà, nous sommes arrivés au bout de notre périple, Hong Kong. Nous avons relié Lyon à Hong Kong par le rail, sans aucune embûche, en toute sécurité et en un mois. Certes, nous avons pris notre temps et nous avons visité la Chine. En 1993, la ville est encore une colonie britannique. Hong Kong, c'est l'île qui est en face et que nous apercevons. Nous sommes à Kowloon, sur la terre ferme. Justement, ce matin, nous prenons le bateau pour aller sur l'île de Hong Kong. Il y a un bateau pour traverser ce bras de mer toutes les 8 minutes. Nous prenons ensuite un funiculaire pour aller sur le pic qui surplombe la ville. Nous avons alors une très belle vue sur la cité et ses buildings. Nous descendons ensuite avec un bus à Impérial. Comme tous les bus et trams de la ville, ils sont à 2 étages. Mais ils roulent très vite. Nous desservons alors les quartiers chics et universitaires. En fin de soirée, nous sommes de nouveau sur Kowloon. Il y a une grande promenade qui fait face à Hong Kong. Nous restons un long moment à contempler le coucher de soleil et les lumières s'éclairer sur les buildings de la ville de Hong Kong. Jeudi 4 novembre, c'est notre dernier jour, le jour du retour. Demain, nous serons de retour en France. Il y a un typhon sur la ville de Hong Kong. C'est un petit peu la panique. Nous allons quitter l'Asie avec un vol Cathay Pacifique direct pour Paris. Notre attente dans l'aéroport de Hong Kong dans ces circonstances a été longue. Avec la barrière de la langue et la confusion générale, nous avons dû être patients. Finalement, la solution trouvée pour rentrer est bien meilleure que les vols initiaux que nous aurions dû prendre. Nous décollons de Hong Kong à 1h30 du matin. Le vol va durer environ 15 heures. Nous allons effacer d'une traite les 17 000 km en train et notre épopée terrestre de plus d'un mois à travers ces 2 continents. Nous rentrons en France, contents d'avoir fait ce périple inédit. Nous survolons des pays et des villes aux noms évocateurs qui nous invitent à vite repartir en voyage. Mais avant, il nous faudra bien digérer et se remémorer tous les beaux paysages que nous avons traversés, toutes ces villes que nous avons visitées, le plus souvent à pied, et se souvenir longtemps des rencontres que nous avons faites en traversant l'Europe, l'URSS et la Chine. Et tout cela, bien sûr, en train. Avec le temps qui passe,
cela restera un merveilleux souvenir ancré dans notre mémoire. Ce premier voyage ferré intercontinental sera pour moi le premier d'une longue série qui m'emmènera en Thaïlande, au Vietnam, en Australie, aux États-Unis et bien d'autres fois encore en Chine par différentes routes ferrées, avec toujours comme fil conducteur le train. Notre monde est magnifique, profitons-en.